السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قراءة صوتية جديدة، دائما مع كتاب لا سوسيولوجي دو أنتوني جيدنز. سوسيولوجيا أنتوني جيدنز. أنتوني جيدنز هو سوسيولوجي بريطاني. إذن كنت قرأت في الحلقة السابقة المقدمة وقد شرحتها في فيديو، ثم شابتر بروميي غوفوندي لا سوسيولوجي. قلت في الحلقة السابقة بأن هدف أنتوني جيدنز هو إعادة تأسيس السوسيولوجيا، أولا من خلال انتقاده لنظريات السوسيولوجيا، سواء التيار الوظيفي الفونكسيوناليسم أو لو كورون ستركتوراليسم البنائية. انتقد أيضا السوسيولوجيات التأويلية وكذلك الماركسية. كل هذه التيارات انتقدها أنتوني جيدنز ليقترح نظرية الهيكلة، لا تيوري دو لا ستركتوراسيون. جيدنز، إذن سوف أكمل قراءة الشابتر أو الفصل الأول، لا تيوري دو لا ستركتوراسيون، نظرية الهيكلة. Giddens conclut son examen de la tradition sociologique en soulignant l'existence de deux perspectives. إذن ختم أنتوني جيدنز فحصه لنظريات السوسيولوجيا من خلال أنه خلص إلى وجود رؤيتين. الأولى l'objectivisme، وهي الموضوعية qui met l'accent sur la société والتي تركز على المجتمع. والثانية le subjectivisme qui met l'accent sur l'individu وهي الذاتية التي تركز على الذات. Par objectivisme, je désigne cette manière de concevoir la théorie sociale selon laquelle l'objet social en quelque sorte la priorité sur l'acteur. إذن يقول أنتوني جيدنز par objectivisme، بالموضوعية أقصد الطريقة التي ترى بها النظرية الاجتماعية، أو الطريقة التي نرى بها l'objet social، الواقع الاجتماعي، نراه بطبيعة الحال من خلال تأثيره على الفرد. En quelque sorte la priorité أو له الأولوية على الفرد sur l'acteur individuel et dans laquelle les institutions sociales sont considérées comme l'enjeu central de l'analyse sociologique. إذن فالمؤسسات الاجتماعية بالنسبة للموضوعية في علم الاجتماع أو التيار البنائي، فالمؤسسات الاجتماعية التي لها الأولوية في التحليل السوسيولوجي. Quant au subjectivisme كما يقول أنتوني جيدنز، بالنسبة للذاتية، التيار الذاتي، il désigne le point de vue opposé، الرؤية، وجهة النظر المعاكسة. L'acteur humain، الفاعل الإنساني، est considéré comme le foyer principal، فالإنسان والذات الإنسانية فهي المحور التحليل السوسيولوجي. En d'autres termes, la préoccupation majeure des sciences sociales concerne l'acteur intentionnel et réfléchi. إذن هذا هو. إذن ces deux perspectives sont antagonistes. إذن هذه الرؤى أو الرؤيتين السوسيولوجيتين متعارضتين، incompatibles. Elles se présentent comme deux impérialismes, l'impérialisme de l'objet sociétal et l'impérialisme du sujet. Pourtant, elles se révèlent. إذن يقول بأنه تبدو أو هي متعارضة، لكن بالنسبة لأنتوني جيدنز pourtant elles se révèlent l'une et l'autre insuffisantes. ولكن رغم ذلك فكل منهما فهي غير كافية. لا الموضوعية ne rend pas compte du fait que les individus sont bien des acteurs، لا تأخذ بعين الاعتبار أن الفاعلون الأفراد هم أو الأفراد هم فاعلون يفكرون ويمارسون تأثيرا على البنيات. وكذلك بالنسبة للذاتية التي لا تسمح بشرح كيف en quoi les structures créent، كيف تخلق البنيات ظروف الفعل وتؤثر فيه. Giddens entend dépasser ce dualisme. إذن Giddens هدفه هو تجاوز هذه الثنائية. Il cherche à résoudre la tension entre l'objet sociétal et la subjectivité individuelle en les considérant comme deux pôles complémentaires, ou pour reprendre l'expression de Kreib, comme les deux faces d'une même médaille. Ceci implique pour lui un réexamen approfondi de notions comme celles d'acteur, de système social et de pratiques sociales
ou encore de structure. Cet examen donne lieu à la théorie de la structuration, à laquelle Giddens consacre plusieurs ouvrages. C'est dans La Constitution de la société, 1944, un de ses textes majeurs, mais aussi un des plus abstraits et des plus difficiles, qui nous présente ses vues les plus détaillées sur la question. L'exposé qui suit s'appuie largement sur cet ouvrage monumental. Nous représentons par la figure 2 les principales notions intervenant dans la théorie de la structuration et la manière dont elle s'articule. Donc nous avons ici le structurel. C'est quoi le structurel? Dans la théorie de la structuration, ou bien ce qu'on appelle le processus de structuration, il y a les acteurs qui, à travers les pratiques sociales, ils sont capables d'influencer sur les systèmes sociaux, et les systèmes sociaux aussi influencent et contraignent les acteurs. Et de là, de là se construit ce qu'on appelle un structural. Donc, c'est la théorie de la structuration de Anthony Giddens. Les pratiques sociales. La notion des pratiques sociales. Comme l'indique le terme structuration, Giddens ne s'intéresse pas prioritairement à des entités statiques, comme pourrait l'être l'acteur individuel ou la société, mais bien à un processus dynamique. Donc, Giddens, il ne s'intéresse pas à l'acteur, ni à la société, ni à l'acteur, ni à la société ou bien aux institutions. Mais bien plus que cela, il s'intéresse à ce qu'on appelle un processus dynamique, une relation dynamique entre l'acteur et la société, entre les acteurs et les institutions. Tout à la fois structure les systèmes sociaux et sont structurés par eux. Ce processus n'a pas de point de départ identifiable, aucun des deux pôles ne précède l'autre. Giddens parle de pratiques sociales, social practices, pour désigner le processus de structuration. Les deux expressions sont en fait quasi synonymes. Les pratiques sociales n'ont rien à voir avec des comportements ponctuels que l'on pourrait isoler arbitrairement en observant les individus. Ce sont des activités continues ou récurrentes ou encore des flots d'action. Elles constituent les points d'articulation entre les acteurs et les structures. Ce sont bien ces pratiques sociales récurrentes reliant l'acteur et le système social qui forment l'objet central de la sociologie. Les systèmes sociaux et le structural. L'analyse des pratiques sociales ou encore du processus de structuration fait intervenir plusieurs notions théoriques. En particulier, le schéma indique deux concepts que Giddens distingue de manière nette. D'une part, ce qu'il appelle les systèmes sociaux, social systems, et d'autre part, ce qu'il appelle structure, un terme que Michel Audet, dans sa tradition française de la constitution de la société, propose de dénommer le structurel. Quelle est la signification précise de ces deux notions? Dans sa critique du fonctionnalisme, Giddens faisait remarquer que la notion de structure a souvent été associée à des images qui permettent de la visualiser facilement, comme la charpente d'un édifice ou le squelette d'un corps. Giddens n'abandonne pas entièrement cette manière de voir, que l'on retrouve présente dans sa notion de système social, social system. Un système social est en effet un ensemble d'interactions situées dans le temps et l'espace. On peut distinguer plusieurs catégories de systèmes sociaux. Les organisations qui sont des systèmes de taille relativement importante et qui présentent un haut degré de coordination. Les groupes, des systèmes plus petits et souvent plus éphémères. Les mouvements sociaux, des systèmes qui visent des transformations de certaines composantes de l'ordre qui prévaut dans une société, etc. Les sociétés peuvent également être considérées comme des systèmes plus larges qui englobent les autres formes que l'on vient de présenter.
Giddens. Un exemple de structuration, les élections. L'exemple des élections auxquelles Giddens fait brièvement allusion peut nous permettre d'illustrer ces premières notions. Donc, pour expliquer la notion ou bien la théorie de la structuration, Giddens va partir d'un exemple, c'est celui des élections. Prenons plus précisément le cas d'élections municipales ou communales dans un pays d'Europe occidentale. Leur analyse à partir des principes de la théorie de la structuration ne pourrait se limiter à se centrer sur le seul comportement de vote, à partir par exemple de statistiques relatives à la participation électorale ou à la répartition des votes entre diverses listes, comme peuvent le faire certains commentateurs politiques. Elle devrait prendre en compte le fait que le vote est associé à de multiples autres comportements dont la plupart sont contenus récurrents. Ainsi, pour nous limiter au comportement des électeurs, il ne faudrait pas isoler le vote d'autres actions, comme le fait de s'informer ou pas de la politique en lisant les journaux et les publicités électorales, en regardant les débats à la TV, en discutant avec des proches, en rencontrant le cas échéant les candidats lors de manifestations ou de fêtes, etc. Cette même analyse devrait surtout être attentive au double mouvement par lequel les actions individuelles structurent les systèmes sociaux et sont structurés par eux. Ainsi, il s'agit de montrer que le système électoral, en tant que système social, résulte d'une multitude d'actions réfléchies, menées par des différents acteurs. Les actions des citoyens, mais aussi celles des responsables des élections au niveau local, qui aménagent les locaux, dressent les isoloirs et les urnes, reçoivent les électeurs, leur donnent les explications d'usage, etc. Également, les actions menées par les candidats au sein des partis, mises au point, des programmes, réunions électorales, obtention de financement, collage d'affiches, etc. Ou encore les actions menées par les parlementaires, les membres de certains groupes de pression en vue de modifier la loi qui fixe les modalités des élections en imposant une clé de répartition entre candidats des deux sexes ou en modifiant le système de report des voix au sein des listes. Dans la perspective de la théorie de la structuration, c'est à partir de ces multiples actions que le système électoral se produit et se reproduit en permanence. Dans le même temps, ces actions sont elles-mêmes structurées par le système électoral. Plus précisément, les acteurs mettent en œuvre, en agissant, un ensemble d'orientations. On parlera plus bas de règles et de ressources qui leur sont fournies par le système. Les unes sont de caractère formel, présenter sa carte d'identité et sa convocation électorale. Dans le cas d'un électeur, faire respecter les procédures de dépouillement des bulletins. Dans le cas d'un président de bureau, tenir compte de la législation relative au financement des partis dans le cas d'un candidat, etc. D'autres orientations sont de caractère plus tacite, comme celles qui guident le comportement des responsables du bureau de vote lorsqu'ils accueillent les citoyens, ou celles qui président aux débats préélectoraux entre les candidats, ou encore qui concernent l'existence d'accords préélectoraux, etc. Le concept de structurel est plus abstrait. Pour l'élaborer, Giddens s'inspire notamment de la notion de structure, telle qu'elle est utilisée chez Saussure. Le structurel est hors du temps et de l'espace. Alors, je répète. Le concept de structurel, qui est par exemple un concept clé dans la théorie d'Anthony Giddens, le concept de structurel est plus abstrait. Pour l'élaborer, Giddens s'inspire notamment de la notion de structure telle qu'elle est utilisée chez Saussure. Le structurel est hors du temps et de l'espace. Il est intérieur plutôt qu'extérieur aux actions.
et ne fait pas l'objet d'une observation directe, mais constitue un code profond qu'il faut inférer à partir de ces manifestations superficielles. Plus précisément encore, le structural existe sous la forme de traces mnésiques grâce auxquelles les agents compétents orientent leur conduite. Retournons à la figure 2. Ces deux flèches semi-circulaires représentent ce que Giddens appelle la dualité du structurel. Une dualité par laquelle il entend dépasser le dualisme objectivisme-subjectivisme. Le structural intervient en effet de deux manières dans le processus circulaire des pratiques sociales. En premier lieu, il contraint l'acteur, la flèche vers le bas. Il insère en quelque sorte les pratiques sociales dans un ensemble de règles. En second lieu, le structural permet à l'acteur d'agir la flèche vers le haut. Il lui livre les ressources au travers desquelles il produit et il reproduit les systèmes sociaux. Le structural est donc à la fois contraignant et habilitant. Il est fait de règles et de ressources que l'acteur utilise dans la production et la reproduction de la vie sociale. La notion de règle est reprise au philosophe du langage Wittgenstein. Elle doit être comprise dans un sens large comme un ensemble de procédures inscrites dans la conscience pratique de l'acteur qu'il met en œuvre dans ses actions. Quant à la notion de ressources, elle est étroitement liée à celle de pouvoir et se réfère à la capacité transformative de l'acteur. إذن كما قلت في البداية فنظرية أنتوني جيدنز نظرية الهيكلة فهو يتحدث عن مفهوم ما يسمى بالستركتورال يعني الهيكلي أو البنيوي بمعنى أنه أنتوني جيدنز يحاول تجاوز تلك القطبية ما بين يعني أنصار النظريات البنائية الموضوعية وأنصار النظريات الذاتية التأويلية فهو يقول بأن المجتمع أو أن الإنسان يقوم بفعل أسماه بلا براتيك سوسيال الممارسة الاجتماعية وهذا الفعل الممارسة الاجتماعية فهو يخضع أولا إلى البنيات الاجتماعية تؤثر فيه وكذلك الإنسان أو الفرد له القدرة على التأثير وبالتالي فهو يتحدث عن ما يسمى بثنائية البنية ليس القطبية بين الذات والموضوعي وإنما ثنائية البنية التي تتشكل مما هو ذاتي وما هو موضوعي ولذلك فالبنيوي أو الهيكلي بالنسبة لأنتوني جيدنز هو في نفس الوقت كونترانيون يعني يمارس إكراها على الفرد وفي نفس الوقت هو ابيليتون يعني أن الفرد له القدرة على الفعل وعلى التأثير في نفس الوقت. Ainsi, grâce à l'hypothèse de la dualité duo-structurelle, Giddens est en droit d'affirmer que la constitution des agents et celle des structures, et il serait plus correct de parler ici des systèmes sociaux, ne sont pas deux phénomènes indépendants, un dualisme. Il s'agit plutôt d'une dualité. Donc يفرق ما بين un dualisme يعني عندما تكون هناك قطبية ثنائية متعارضة وما بين une dualité يعني ثنائية البنية يعني أن البنية متكونة من ثنائية تكمل إحدى العناصر الأخرى. Selon la dualité de structurel, les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois le médium et le résultat des pratiques qu'elles organisent de façon récursive. Un exemple de processus de structuration les élections. 2. إذن هنا دائما في مثال يعني بالانتخابات reprenons l'exemple des élections. On peut parler de système social pour désigner les multiples interactions entre les candidats, les électeurs, l'administration publique chargée de l'organisation des élections, la presse qui suit l'événement, etc. Ces interactions sont situées dans le temps. Les élections interviennent à intervalles plus ou moins réguliers. Elles supposent une organisation dans le temps. On voit des convocations, tranches horaires prévues
pour les votes pour le dépouillement, temps pris pour la négociation des nouvelles coalitions, etc. Et dans l'espace, les bureaux de vote sont répartis dans les différentes entités politico-géographiques du pays. Les bulletins sont acheminés dans les lieux de dépouillement auxquels l'accès est strictement réglementé. Quant au structural, on pourra analyser en examinant les orientations des conduites des acteurs encadrés précédents, en particulier les règles auxquelles ceux-ci se réfèrent et les ressources qu'ils mettent en œuvre. L'acteur. Parmi les notions clés aussi dans la notion de la structuration, la notion de l'acteur. L'acteur, pouvoir et réflexivité. Une autre notion intervenant dans le processus de structuration est celle d'acteur ou agent. Giddens y consacre plusieurs chapitres dans son livre La constitution de la société. L'acteur se caractérise fondamentalement par l'exercice du pouvoir. Être acteur consiste avant tout à mettre en œuvre une capacité d'accomplir des choses, en particulier d'influencer les comportements d'autres acteurs, mais aussi de transformer les circonstances, les contextes dans lesquels se tiennent les interactions. L'acteur se définit également par la réflexivité. Dans l'exercice du pouvoir, l'acteur perçoit, comprend les conditions dans lesquelles il agit, il se donne des buts, des intentions en fonction desquelles il oriente ses conduites. Il attend des autres acteurs avec lesquels il interagit qu'ils fassent de même et il présuppose que tel est bien le cas. Bref, l'acteur se caractérise fondamentalement par le contrôle réflexif qu'il exerce sur ses conduites. Cette réflexivité peut prendre deux formes. Elle se manifeste d'abord dans la capacité dont les acteurs de parler de quand les acteurs de parler de ce qu'ils font et en particulier d'expliciter les raisons qui commandent leurs actions. C'est la conscience discursive, mais Giddens insiste surtout sur ce qu'il appelle la conscience pratique. La réflexivité qui se révèle dans tout ce que les acteurs font sans pouvoir en parler. Il estime en effet que la plus grande partie du savoir mis en jeu dans les actions humaines n'accède pas à la parole. Ainsi, quand nous nous exprimons par le langage, nous mettons en œuvre un grand nombre de compétences que nous serions bien en difficulté de décrire de manière détaillée. Il en est de même dans la plupart de nos actions. Giddens conclut que toute analyse de l'activité sociale qui ignorerait la conscience pratique est fondamentalement déficiente. Réflexivité d'une part et pouvoir d'autre part constituent les deux caractéristiques majeures de l'acteur, que Giddens désigne aussi par les termes compétence, knowledgeability et capacité, capability. Nous pouvons établir un parallèle entre ces deux distinctions et ce qu'on a dit plus haut de la dualité du structural. Tableau 1. Caractéristiques de l'acteur et dualité du structural. Caractéristiques de l'acteur. Il est caractérisé par la réflexivité, pouvoir, compétence et la capacité. La dualité du structural, on a les règles, et après ces règles deviennent des ressources pour l'acteur qui les utilise pour agir. Donc les règles sont contraignantes, mais l'acteur il utilise les règles comme des ressources pour agir. Donc l'acteur aussi influence les institutions. Poursuivons sur la question de la réflexivité des acteurs en notant qu'elle est loin d'être absolue. Une première limitation tient au fait que les actions peuvent avoir des conséquences non voulues, non intentionnelles. Par exemple, une forme de ségrégation ethnique peut se développer dans une ville du simple fait que les habitants choisissent de vivre dans des quartiers où l'ethnie à laquelle ils appartiennent
est majoritaire. Le résultat des multiples choix individuels, ce que d'aucuns appellent l'effet de composition, n'est pas intentionnel. Il échappe au contrôle réflexif des acteurs. Or, ces conséquences non intentionnelles ont toute leur importance. En particulier, elles peuvent influencer les conditions dans lesquelles se trouveront ultérieurement les acteurs et par là influencer leur comportement futur. En second lieu, le contrôle réflexif sur les conduites est limité par les motifs inconscients qui commandent en partie les actions quotidiennes. Giddens adopte ici certains des postulats de la théorie psychanalytique. Il s'inspire plus précisément du psychanalyste américain Erik Erikson, pour qui le principal motif inconscient des conduites consiste dans le chef de l'acteur à contrôler, à limiter son angoisse, pour se donner une sécurité suffisante. Cette sécurité est largement assurée par le caractère répétitif, prévisible, routinier des pratiques sociales. D'une manière qui diffère, certes, suivant les personnalités et les contextes, la routine assure la sécurité de l'acteur. À l'inverse, la rupture et l'imprévisibilité qui s'introduisent dans les activités peuvent faire ressurgir l'angoisse. Celle-ci devient maximale lorsque l'acteur est confronté à des situations critiques, dans lesquelles les routines de la vie quotidienne sont parfois délibérément mises en question et détruites. Ceci est illustré par la description que propose le psychanalyste Bruno Bettelheim de la vie dans les camps de concentration nazis. Giddens distingue trois niveaux, trois strates chez l'acteur. Donc il y a chez l'acteur la conscience discursive, la conscience pratique et aussi l'inconscient. Les frontières entre ces strates ne sont pas étanches. Par exemple, certains savoirs, certains motifs peuvent, pendant un temps, se situer au seul niveau de la conscience pratique. Puis, suite à telle circonstance de la vie, accéder à la conscience discursive et être énoncé par l'acteur en présence d'autres dans des situations d'interaction. L'inscription dans le temps et dans l'espace. Tout comme les systèmes sociaux, les actions individuelles s'inscrivent dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, tout d'abord, un acte ne se conçoit pas isolément. Il ne trouve son sens que s'il est relié à d'autres dans le cours d'une action continue. Giddens approfondit cette question en reprenant notamment les analyses que Irving Goffman consacre au comportement quotidien, par lesquels les individus assurent la continuité des interactions dans le temps. Ainsi, quand plusieurs personnes ont entre elles des échanges verbaux, un tour de parole s'organise de manière informelle. L'échange est ouvert par certains comportements non verbaux des interactants qui se rapprochent les uns des autres, qui orientent leur corps vers leur partenaire, etc. Il est fermé de manière similaire quand les personnes sont en présence physique, mais sans échanger verbalement, comme si le cas dans certains lieux publics, elles adoptent des comportements respectueux. Elles ne se dévisagent pas trop ostensiblement, elles s'écartent pour laisser passer d'autres personnes, etc. Que Goffman appelle le tact et dont la fonction est également de faire en sorte que l'interaction se déroule sans heurts, de manière fluide. Les conduites de l'acteur s'inscrivent également dans l'espace. Giddens s'inspire ici des travaux de géographes qui montrent notamment qu'il est possible de distinguer des lieux plus centraux et d'autres plus périphériques. Ceci vaut pour toutes les échelles de lieux, depuis les lieux privés où se déroulent les interactions quotidiennes, par exemple telle pièce de la maison que l'on n'utilise qu'occasionnellement,
et périphérique par rapport à celle que la famille occupe plus régulièrement, jusqu'au lieu public plus large, le centre de la périphérie d'une ville par exemple. Giddens reprend aussi la distinction introduite par Goffman qui se réfère volontiers à des métaphores théâtrales entre l'avant-scène et la coulisse, l'avant-scène que Giddens rebaptise la région avant et l'espace où l'acteur maîtrise ses impressions et adopte les comportements de tact dont on vient de parler, qui assurent la fluidité de l'interaction. La coulisse ou région arrière est le lieu où l'acteur peut relâcher le contrôle qu'il exerce sur ses conduites, où il peut préparer sa future présence sur scène, où il peut, avec des comparses, se moquer des réactions du public, etc. L'acteur est donc une personne qui exerce du pouvoir, qui le fait de manière réflexive. Cette réflexivité étant limitée par ses motifs inconscients et les conséquences non intentionnelles de ses actions, et qui inscrit ses actions dans le temps et dans l'espace. Cette conception de l'acteur se veut cohérente avec les principes de la théorie de la structuration. En particulier, elle doit permettre de rendre compte de l'influence réciproque qu'exercent les uns sur les autres, les acteurs et les systèmes sociaux. Ainsi, le fait d'associer étroitement les notions d'acteur et de pouvoir doit permettre de rendre compte de la manière dont les acteurs structurent les systèmes sociaux. Ainsi encore, l'hypothèse des conséquences non intentionnelles qui deviennent les conditions de l'action future permet de penser ensemble les deux influences. Première influence, l'influence des acteurs sur les systèmes sociaux, puisque les comportements des acteurs ont des conséquences sociales plus larges. Deuxième, c'est l'influence des systèmes sociaux sur les acteurs, puisque ces conséquences deviennent des conditions qui influencent les actions futures. La théorie des conventions et d'autres tentatives d'articuler l'individuel et le collectif. Pour expliquer le processus de structuration, Giddens fait appel à la notion de convention, en particulier dans les interviews qu'il a accordées à la fin des années 1990. On peut souligner ainsi certaines parentés existant entre d'une part le processus de structuration et de l'autre la théorie des conventions qui trouve son origine dans les travaux du logicien américain David Lewis et qui connaît actuellement des développements en particulier dans les domaines de l'économie et de la gestion. Une conversation téléphonique s'interrompt, c'est celui qui a appelé l'autre qui rappellera. Une conversation téléphonique s'interrompt, c'est celui qui a appelé l'autre qui rappellera. Le conducteur de voiture arrête son véhicule lorsqu'il approche d'un feu rouge. Dans tel pays, on donne un pourboire à telle catégorie d'employés. Dans tel bureau, la pause café se prend à 10h30. Tels sont les exemples de conventions. La théorie des conventions s'intéresse donc à la théorie des conventions s'intéresse donc à la manière dont les individus choisissent de se comporter lorsqu'ils sont dans des situations incertaines. Ils fondent alors leurs décisions sur des repères qu'ils identifient dans la situation, le comportement des autres individus, certains indices matériels, etc., et qui renvoient à des accords explicites ou implicites. على كل سأتوقف هنا لأن عندي واحد الموعد وأعود من بعد ذلك لقراءة ما تبقى إن شاء الله.